Le tour du monde en 80 jours par Jules Verne, chapitre 4, dans lequel Phileas Fogg stupéfie Passepartout, son domestique. À 7h25, Phileas Fogg, après avoir gagné une vingtaine de guinées au whist, prit congé de ses honorables collègues et quitta le Reform Club. À 7h50, il ouvrait la porte de sa maison et rentrait chez lui. Passepartout, qui avait consciencieusement étudié son programme, fut assez surpris en voyant Mr. Fogg, coupable d'inexactitude, apparaître à cette heure insolite. Suivant la notice, le locataire de Savile Row ne devait entrer qu'à minuit précis. Phileas Fogg était tout d'abord monté à sa chambre, puis il appela. Passepartout. Passepartout ne répondit pas. Cet appel ne pouvait s'adresser à lui. Ce n'était pas l'heure. Passepartout, reprit Mr. Fogg sans élever la voix davantage. Passepartout se montra. C'est la deuxième fois que je vous appelle, dit Mr. Fogg. Mais il ne s'est pas minuit, répondit Passepartout, sa montre à la main. Je le sais, reprit Phileas Fogg, et je ne vous fais pas de reproches. Nous partons dans 10 minutes pour Douvres et Calais. Une sorte de grimace s'ébaucha sur la ronde face du français. Il était évident qu'il avait mal entendu. Monsieur se déplace? demanda-t-il. Oui, répondit Phileas Fogg, nous allons faire le tour du monde. Passepartout, l'œil démesurément ouvert, la paupière et le sourcil surélevés, les bras détendus, le cou affaissé, présentait alors tous les symptômes de l'étonnement poussé jusqu'à la stupeur. Le tour du monde, murmura-t-il. En 80 jours, répondit Mr. Fogg, ainsi nous n'avons pas un instant à perdre. Mais le mal, dit Passepartout qui balançait inconsciemment sa tête de droite et de gauche. Pas de mal, un sac de nuit seulement, dedans deux chemises de lin, 3 paires de bas, autant pour vous, nous achèterons en outre. Vous descendrez mon mackintosh et ma couverture de voyage. Ayez de bonnes chaussures. D'ailleurs, nous marcherons peu ou pas. Allez. Passepartout aurait voulu répondre, il ne put. Il quitta la chambre de M. Fogg, monta dans la sienne, tomba sur une chaise et employa une phrase assez vulgaire de son pays. Ah, bien sûr, dit-il, elle est forte celle-là, mais moi qui voulais rester tranquille. Et machinalement, il fit ses préparatifs de départ, le tour du monde en 80 jours. Avait-il affaire à un fou? Non, c'était une plaisanterie. On allait à Douvres, bien, à Calais, soit. Après tout, ça me pouvait notablement contrarier le brave garçon qui, depuis 5 ans, n'avait pas foulé le sol de la patrie. Peut-être même irait-on jusqu'à Paris et, ma foi, il reverrait avec plaisir la grande capitale. Mais certainement, un gentleman aussi ménagé de ses pas s'arrêterait là. Oui, sans doute, mais il n'était pas moins vrai qu'il partait et qu'il se déplaçait, ce gentleman si casanier jusqu'alors. À 8 heures, Passepartout avait préparé le modeste sac qui contenait sa garde-robe et celle de son maître. Puis, l'esprit encore troublé, il quitta sa chambre dont il ferma soigneusement la porte et il rejoignit Monsieur Fogg. Monsieur Fogg était prêt. Il portait sur son bras le Bradshaw's Continental Railway Steam Transit and General Guide qui devait lui fournir toutes les indications nécessaires à son voyage. Il prit le sac des mains de Passepartout, il l'ouvrit et y glissa une forte liasse de ces belles banknotes qui ont cours dans tous les pays. Vous n'avez rien oublié? Demanda-t-il. Rien, monsieur. Mon mackintosh et ma couverture? Ma couverture? Les voici. Bien, prenez ce sac. Monsieur Fogg remit le sac à Passepartout et ayez-en soin, ajouta-t-il. Il y a 20 000 livres dedans, 500 000 francs. Le sac
faillit s'échapper des mains de Passepartout, comme si les 20 000 livres eussent été en or et pesaient considérablement. Le maître et le domestique les descendirent alors, et la porte de la rue fut fermée à double tour. Une station de voitures se trouvait à l'extrémité de Savile Row, Phileas Savile Row. Phileas Fogg et son domestique montèrent dans un cab qui, qui se dirigea, qui se dirigea rapidement vers la gare de Charing Cross, à laquelle aboutit un des embranchements du South Eastern Railway. À 8 heures, à 8h20, le cab s'arrêta devant la grille de la gare. Passepartout sauta à terre, son maître le suivit et paya le cocher. En ce moment, une pauvre mendiante tenant un enfant à la main, pieds nus dans la boue, coiffée d'un chapeau dépareillé auquel, auquel pendait une plume lamentable, un châle en loques sur ses haillons, s'approcha de M. Fogg et lui demanda l'aumône. M. Fogg tira de sa poche les 20 guinées qu'il venait de gagner au whist et les présenta à la mendiante. Tenez, ma brave femme, dit-il, je suis content de vous avoir rencontré. Puis il passa. Passepartout eut comme une sensation d'humilité autour de la prunelle. Son maître avait fait un pas dans son cœur. Monsieur Fogg et lui entrèrent aussitôt dans la grande salle de la gare. Là, Phileas Fogg donna à Passepartout l'ordre de prendre 2 billets de première classe pour Paris, puis se retournant, il aperçut ses 5 collègues du Reform Club. Messieurs, je pars, dit-il, et les divers visas posés sur un passeport que j'emporte à cet effet vous permettront, au retour, de contrôler mon itinéraire. Oh, monsieur Fogg, répondit poliment Gauthier, c'est inutile. Nous nous en rapporterons à votre honneur de gentleman. Ça va mieux ainsi, dit Monsieur Fogg. Vous n'oubliez pas que vous devez être revenu, fit observer Andrew Stuart. Dans 80 jours, répondit Monsieur Fogg, le samedi 21 décembre 1872 à 8h45 du soir. Au revoir, messieurs. À 8h40, Phileas Fogg et son domestique prirent place dans le même compartiment. À 8h45, un coup de sifflet retentit et le train se mit en marche. La nuit était noire. Il tombait une pluie fine. Phileas Fogg, à côté dans son coin, ne parlait pas. Passepartout, encore abasourdi, pressait machinalement contre lui le sac aux banquenotes. Mais le train n'avait pas dépassé que Sydenham, que Passepartout poussait un véritable cri de désespoir. Qu'avez-vous? Me demanda M. Fogg. Il y a que dans ma précipitation, mon trouble, j'ai oublié quoi? D'éteindre le bec de gaz de ma chambre. Quoi? D'éteindre le bec de gaz de ma chambre. Eh bien, mon garçon, répondit froidement M. Fogg, il brûle à votre honte. Fin de chapitre 4, chapitre 5, dans lequel une nouvelle valeur apparaît sur la place de Londres. Phileas Fogg, en quittant Londres, ne se doutait guère, sans doute, du grand retentissement qu'allait provoquer son départ. La nouvelle du Paris se répandit d'abord dans le Reform Club et produisit une véritable émotion parmi les membres de l'honorable cercle. Puis du club, cette émotion passa aux journaux par la voix des reporters des journaux publics de Londres et de tout le Royaume-Uni. Cette question du tour du monde fut commentée, discutée, disséquée avec autant de passion et d'ardeur que s'il se fût agi d'une nouvelle affaire de l'Alabama.
Les uns prirent parti pour Phileas et les autres, et ils formèrent bientôt une majorité considérable, se prononcèrent contre lui. Ce tour du monde à accomplir, autrement qu'en théorie et sur le papier, dans ce minimum de temps, avec les moyens de communication actuellement en usage, ce n'était pas seulement impossible, c'était insensé. Le Times, le Standard, l'Evening Star, le Morning Chronicle et 20 autres journaux de grande publicité se déclarèrent contre M. Fogg. Seul le Daily Telegraph le soutint dans une certaine mesure. Phileas Fogg fut généralement traité de maniaque, de fou, et ses collègues du Reform Club furent blâmés d'avoir tenu ce pari qui accusait un affaiblissement dans les facultés mentales de son auteur. Des articles extrêmement passionnés mais logiques parurent sur la question. On sait l'intérêt que l'on porte en Angleterre à tout ce qui touche à la géographie. Aussi n'était-il pas un lecteur à quelque classe qu'il appartint qui ne dévora les colonnes consacrées au cas de Phileas Fogg. Pendant les premiers jours, quelques esprits audacieux, les femmes principalement, furent pour lui, surtout quand l'Illustrated London News eut publié son portrait d'après sa photographie déposée aux archives du Reform Club. Certains gentlemen osaient dire, pourquoi pas, après tout, on a vu des choses plus extraordinaires. C'était surtout les lecteurs du Daily Telegraph, mais on sentit bientôt que ce journal lui-même commençait à faiblir. En effet, un long article paru le 7 octobre dans le bulletin de la Société royale de géographie. Il traita la question à tous les points de vue et démontra clairement la folie de l'entreprise. D'après cet article, tout était contre le voyageur, obstacle de l'homme, obstacle de la nature. Pour réussir dans ce projet, il fallait admettre une concordance miraculeuse des heures de départ et d'arrivée, concordance qui n'existait pas, qui ne pouvait pas exister. À la rigueur, et en Europe, où il s'agit de parcours d'une longueur relativement médiocre, on peut compter sur l'arrivée des trains à heure fixe, mais quand ils emploient 3 jours à traverser l'Inde, 7 jours à traverser les États-Unis, pouvait-on fonder sur leur exactitude les éléments d'un tel problème? Et les accidents de machines, les déraillements, les rencontres, la mauvaise saison, l'accumulation des neiges, est-ce que tout n'était pas contre Phileas Fogg? Sur les paquebots ne se trouverait-il pas, pendant l'hiver, à la merci des coups de vent ou des brouillards? Est-il donc si rare que les meilleurs marcheurs de lignes transocéaniennes éprouvent des retards de 2 ou 3 jours, ou il suffisait d'un retard un seul pour que la chaîne de communication fût irréparablement brisée? Si Phileas Fogg manquait ne fût-ce que de quelques heures le départ d'un paquebot, il serait forcé d'attendre le paquebot suivant et par cela même son voyage était compromis irrévocablement. L'article fit grand bruit et presque tous les journaux le reproduisirent et les actions de Phileas Fogg baissèrent singulièrement. Pendant les premiers jours qui suivirent le départ du gentleman, d'importantes affaires s'étaient engagées sur l'aléa de son entreprise. On sait ce qu'est le monde des parieurs en Angleterre, monde plus intelligent, plus relevé que celui des joueurs. Parier est dans le tempérament anglais. Aussi sont non seulement les divers membres du Reform Club établirent-ils des paris considérables pour ou contre Phileas Fogg, mais la masse du public entra dans le mouvement. Phileas Fogg fut inscrit comme un cheval de course à une sorte de stud-book. On en fit aussi une valeur de bourse qui fut immédiatement cotée sur la place de Londres. On offrait du Phileas Fogg ferme ou à prime, et il se fit des affaires énormes, mais
5 jours après son départ, après l'article du bulletin de la Société de géographie, les offres commencèrent à affluer. Le Firefox baissa. On l'offrit par paquet. Pris d'abord à 5, puis à 10. On le, on ne le prit plus qu'à 20, à 50, à 100. Un seul partisan lui resta. Ce fut le vieux paralytique Lord Albemarle. L'honorable gentleman, cloué sur son fauteuil, eût donné sa fortune pour pouvoir faire le tour du monde, même en 10 ans. Et il paria 5 000 livres, 100 000 francs, en faveur de Phileas Fogg. Et quand, en même temps que la sottise du projet, on lui en démontrait l'inutilité, et il se contentait de répondre: si la chose est faisable, il est bon que ce soit un Anglais qui le premier les pète. Oh, on en était là, les partisans de Phileas Fogg se raréfiaient de plus en plus. De plus en plus, le tout le monde, et non sans raison, se mettait contre lui, et on ne le prenait plus qu'à 150 à 200 contre 1 quand, 7 jours après son départ, un incident complètement inattendu fit qu'on ne le prit plus du tout. En effet, pendant cette journée, à 9 heures du soir, le directeur de la police métropolitaine avait reçu une dépêche télégraphique ainsi conçue. Suez à Londres, Rowan, directeur police administration centrale, Scotland Place. Je fis le voleur de banque, Claire Fogg envoya sans retard mandat d'arrestation à Bombay and anglaise. Fix Detective. L'effet de cette dépêche fut immédiat. L'honorable gentleman disparut pour faire place au voleur de banknotes. Sa photographie, déposée au Reform Club avec celle de tous ses collègues, fut examinée. Elle reproduisait trait pour trait l'homme dont le signalement avait été fourni par l'enquête. On rappela ce que l'existence de Phileas avait de mystérieux, son isolement, son départ subit, et il paraît évident que ce personnage, prétextant un voyage autour du monde et l'appuyant sur un pari insensé, n'avait eu d'autre but que de dépister les agents de la police anglaise. La fin de chapitre 5. Merci pour écouter.